Oui. J'ai un coup de cœur pour Sarah Knafo. Oui. De manière générale. Ah d'accord, vous lui direz. Parce j'ai un coup de gueule contre France Travail, puisque Sarah Knafo a révélé dans une interview à Sud Radio que France Travail, qui est donc le nouveau Pôle emploi, fait travailler 54 000 personnes aux frais du contribuable. Et à titre de comparaison, par exemple, une compagnie internationale comme Air France fait travailler 80 000 personnes. Elle a pointé un parallèle intéressant aussi avec LinkedIn aujourd'hui, qui est la première source pour les employeurs de salariés et pour les salariés de travail, qui à échelle mondiale n'emploie que 16 000 personnes. Donc là, je pense qu'elle a mis un vrai coup de pied dans la fourmilière. Elle a jeté un pavé dans la mare qui ne manquera pas de faire bouger les consciences. Et bien justement, Sarah Knafo est avec nous. Merci Sarah Knafo d'être avec nous. Merci. J'ai entendu coup de cœur. J'ai mis des cœurs. Je croyais que vous étiez encore en Saint-Valentin. Excusez-moi. Non, c'est l'esprit de Noël. Je suis dans les couleurs du plateau. Très bien, bravo. Comment allez-vous, Sarah Knafo? Très bien, et en ce moment, vous faites que des coups d'éclat en ce moment. Non, mais c'est vrai. C'est un média, un coup d'éclat. Les gens ne sont pas habitués à écouter la vérité. Et donc, quand on dit des choses aussi banales que des chiffres qui sont publics, qui sont officiels, ça choque les gens parce qu'ils ne l'entendent jamais. Alors, Gilles Verdez a été choqué, je crois, pour ce que... Bien sûr, il faudrait le double de gens à France Travail. C'est plutôt une bonne nouvelle, si Gilles Verdez est choqué, sachez-le. Non, mais ces gens sont admirables. Quand on va à France Travail, vous expliquez qu'ils ne permettent pas... Vous êtes déjà allé à France Travail? De retrouver les... Bien sûr. Déjà il va retourner très vite. Quelle année vous étiez au chômage? Bien sûr, bien sûr. En quelle année vous étiez au chômage? Pardon? En quelle année vous étiez au chômage? J'ai été, quand François a été... En quelle année? J'ai plus les années, 92, etc. Et j'y vais... Ça a changé. Mais j'y vais de temps en temps à France Travail. Prendre un café par plaisir. J'y vais. Ouais, excusez-moi, mais je suis en accusation alors que je loue leur travail admirable. J'ai assisté à des scènes à France Travail où le personnel est insulté par des gens qui comprennent rien à leur dossier. Jamais vu un membre du personnel péter les plombs. J'ai vu des gens qui sont indemnisés grâce à France Travail. Pour moi, c'est une institution qui fait la fierté de la France. Et la manière dont vous la remettez en question, ça m'a choqué. Mais vous pouvez rire, mais moi j'ai été choqué parce que ces 54 000 personnes sont admirables. Alors moi, ce qui me fait pas rire, c'est que ces gens de France Travail ne sont pas payés par vous, Gilles Verdez, mais par tous les Français. Sur tous nos salaires, c'est 4% de nos salaires qui partent à France Travail. C'est-à-dire qu'une personne au SMIC, c'est 2 restaurants qu'elle ne fera pas avec son mari ou avec sa femme pour financer France Travail. Et quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est pas du tout que chez France Travail, les gens ne sont pas admirables. J'en connais beaucoup, moi, figurez-vous, des conseillers chez France Travail. D'ailleurs, beaucoup sont venus me parler après ce que j'ai dit dans cette émission. Et même eux remettent en cause ce système. Ils se disent, sincèrement, qu'ils sont déboussolés parce qu'ils voient tous les jours. Ils sont déboussolés par la lourdeur des règles qu'ils doivent appliquer. Ils sont même déboussolés de se dire on n'arrive pas à rendre le service qu'on voudrait rendre. Moi, qu'est-ce que j'ai dit chez Jean-Jacques Bourdin? J'ai dit qui a déjà trouvé un travail grâce à France Travail? Voilà la question que j'ai posée. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait aucun. Et puis d'ailleurs, je suis allée regarder les chiffres et maintenant j'ai la réponse. L'INSEE nous apprend qu'en 2017, grâce à France Travail, seuls 12% des chômeurs ont trouvé un emploi. 12%. C'est-à-dire que 88% n'ont pas trouvé d'emploi grâce à France Travail. Moi, ce que je dis, c'est qu'à l'heure où on a des plateformes numériques qui font, pour le coup, ce travail, il y a Le Bon Coin, il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez 900 millions d'utilisateurs et ils n'ont que 16 000 salariés dans le monde entier, quand on en a 54 000 juste en France pour France Travail. Chaque minute, il y a des centaines de gens qui trouvent un emploi sur LinkedIn. C'est pas des bourgeois, c'est des gens du quotidien qui trouvent un emploi sur Le Bon Coin, dans le bâtiment, dans n'importe quel secteur. La question que je pose, c'est est-ce que c'est normal que ce soit encore un service public aujourd'hui ? Parce que c'est notre argent. C'est logique de vouloir questionner cette efficacité. Je vais vous dire, c'est pas du tout ni démagogique, ni populiste, ni rien du tout. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que tous les citoyens ont le droit de demander compte à l'administration pour leur argent, pour leurs impôts. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est normal qu'on dépense 4 milliards d'euros dans les frais de fonctionnement de France Travail ? Je pense qu'on a la réponse dans la question en réalité et que beaucoup de gens seront d'accord. Il y a de très mauvaises expériences, c'est ça. Il y a de très mauvaises expériences là-bas et pas seulement du côté des usagers. Vous avez pointé quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, j'ai vu des scènes où il y avait beaucoup de violence. C'est ce système qui crée la violence. Quand on y va, on est tendu. Pourquoi ? Vous arrivez, vous présentez un dossier. Quand vous êtes au chômage, c'est pas une période de la vie qui est marrante. C'est pas une période sympa. J'ai un ami d'enfance qui est très brillant, mais son entreprise a subi une restructuration. Il a dû aller chez France Travail. Il m'explique qu'il a mis des mois avant d'être juste comptabilisé dans le système. Pourquoi ? Lourdeur administrative folle. Vous avez 7000 personnes juste pour distribuer les indemnités. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il n'y a pas une personne chez France Travail qui me contredira sur ce que je viens de vous dire ce soir. Mais l'essentiel de France Travail...
Pardon ? Non, allez-y, merci. L'essentiel de France Travail, pour moi, c'est d'assurer la survie sociale de tas de gens au chômage. C'est pas de retrouver un travail. C'est les indemnisations, c'est la partie indemnisation qui est vitale. Alors là, Gilles Verdez, vous venez de mettre les deux pieds dedans. Alors là, franchement, Gilles Verdez, merci. Merci d'avoir dit ça. Une fois de plus, les bêtises de Gilles Verdez nous font bien avancer. Mais si, Gilles Verdez... C'est de l'assistanat. C'est exactement ce qui pose problème. Sarah Knafo, s'il vous plaît. Bon, déjà, merci, Monsieur Verdez, de me donner raison sur la partie recherche d'emploi. C'était le premier sujet, c'est celui que je pointais en comparant à LinkedIn. Le deuxième sujet, c'est l'indemnisation. Là, je vous dis, c'est 7000 personnes chez France Travail qui sont chargées de distribuer les indemnisations. Ça, c'est chaque personne qui cotise. C'est pas de l'argent gaspillé, c'est pas une gabegie de l'État. Tous les mois, vous payez des cotisations pour le moment où vous allez être au chômage. Ça n'est que justice de vous le rendre au moment où vous êtes au chômage. La question, c'est la lourdeur de la structure. Le budget de France Travail, c'est 43 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est nos cotisations qui vont dedans. À l'intérieur, de quoi je vous parle ? Je vous parle de ces 4 milliards de fonctionnement. C'est pas normal que l'administration se donne du travail à elle-même. C'est l'administration qui fixe des règles d'éligibilité hyper complexes. Vous devez cocher des milliers de cases avant de recevoir cet argent. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où on pourrait avoir besoin de beaucoup moins de monde parce que les règles devraient être plus simples. Franchement, je pense que c'est du bon sens. C'est ni de droite ni de gauche. On en a marre de payer pour un système ultra complexe où personne ne s'y retrouve. Ni le chômeur, ni le conseiller de France Travail. Vous parlez énormément des dépenses de l'État, Sarah Knafo, lors de vos sorties médiatiques. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça qu'il faudrait couper en priorité pour les Français et qui coûtent très cher à l'État et qui coûtent donc très cher aux Français ? Il y a une dépense dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps et j'ai l'impression que ça commence un peu à ouvrir les yeux parce que je n'ai jamais entendu aucun contre-argument. Hier, j'étais chez vos amis de BFM et il y avait donc toute la gauche, toute l'extrême gauche qui était réunie. Et j'ai parlé. C'était le bordel. C'était n'importe quoi. C'est mieux ici. C'est moi, sans rigoler, mais moi je ne l'avais même pas vu. Je ne regarde pas tellement. Voilà. Je regarde pas cette chaîne tellement. Aucune chaîne, parce que je regarde que le sport et CNews et C8 et ma mère. Quelques vidéos de ma mère. Mais c'est vrai que c'était insupportable. Cacophonique. Franchement, on aurait dit qu'il y avait 18 Gilles Verdez en même temps. Franchement, même lui est plus respectueux que Manon Aubry. Non, mais Gilles est toujours respectueux, oui, Gilles. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, j'ai parlé de ces 15 milliards d'euros d'aide publique au développement. Voilà, chaque année, en France, on donne 15 milliards d'euros d'aide publique au développement. Quand on dit 15 milliards, les gens ne savent même pas combien ça fait de zéro, généralement, tellement c'est gros et tellement c'est aberrant. Raymond, ça fait combien de milliards 15 milliards 15 milliards. Combien de zéros? Combien de zéros? Efficace. Non, après, je peux le faire avec la calculette. Mais... Non, je sais. Regardez, non, mais c'est vrai, il a raison, même moi, je peux te le dire comme ça. C'est 9 zéros. Si on rapporte à des choses qu'on connaît, il faut imaginer qu'un iPhone, dernier cri, ça coûte 1 500 €. Ouais. Si je vous dis, Gilles Verdez, combien d'iPhone avec 15 milliards d'euros? Voilà, c'est facile, 1500, 15 milliards. 15 000. Bon, allez, c'est 10 millions, c'est 10 millions. 10 millions d'iPhone. Okay. Chaque année, 10 millions d'iPhone gaspillés dans le monde entier. C'est pas grave, c'est pas grave. Calcul mental, c'est pas grave. C'est 10 millions d'iPhone tous les ans, comme ça, qu'on donne à des pays étrangers. Moi, je vais vous dire, dans la vie, je suis très généreuse. Vraiment très généreuse. J'adore inviter mes amis au restaurant, tout payer, etc. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Mais le problème, c'est que la générosité de l'État, elle se fait pas avec l'argent de l'État, elle se fait avec votre argent. À tous, l'argent de tous les gens qui nous regardent, qui triment toute la journée, pour aller donner de l'argent à qui à la fin? Au Mozambique, au Sénégal, à l'Algérie, et la chose la plus aberrante à mes yeux, à la Chine. On donne 130 millions d'euros à la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. On l'aide à se développer, on est fantastique. Parce que nous, on est Crésus. On a tellement d'argent, on roule sur l'or. Alors on le gaspille comme ça, on le donne au monde entier. Et ce qui est fou en réalité, c'est que dans le même temps, ici à Paris, on fait des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. C'est ça qui est fou. Je regarde par exemple, on va former le personnel soignant aux Comores. Et nous, on manque de personnel soignant qualifié. On va former des magistrats en Afrique. Et nous, on manque de magistrats. C'est pas aberrant? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il faudrait d'abord être généreux chez nous, d'abord régler nos problèmes à nous, avant d'aller donner notre argent au monde entier? Et est-ce que vous pensez que la situation... Est-ce que vous pensez que la situation économique est rattrapable ou c'est foutu, selon vous, la dette de la France? Alors, 100% rattrapable. Ouais. Moi, je viens vous dire tout ça. Je vous dis, il y a des sujets d'alerte, il faut que les gens ouvrent les yeux. 100% rattrapable. Je vous donne un exemple. Vous avez des pays à l'est de l'Europe qui ont vécu le communisme pendant 90 ans. 90 ans à voir leur économie par terre s'écrouler. Ils sont sortis du communisme. Quelques années plus tard, ils ont relevé leur école, ils ont relevé leurs économies, ils ont des taux de croissance plus importants que les nôtres. Moi, si j'étais provocatrice, je vous dirais, en France, ça fait que 40 ans le communisme. Je pense qu'on va être capable de s'en tirer. Donc, on a toutes les ressources chez nous. Vous avez vu Notre-Dame?
C'est magnifique. On se dit, il y a des métiers, on croyait qu'ils étaient disparus, on croyait que plus personne savait faire ça depuis des siècles, et on se retrouve... C'est ça la force de la France, exactement. ces métiers-là. On a Polytechnique, on a des atouts fantastiques, on a encore des gens qui innovent. La force de la France, ce sont avant tout les Français, les artisans, on l'a vu quand on a vu ce qu'a donné Notre-Dame. Et aujourd'hui, on a l'impression que les autorités ont laissé tomber tous ces Français-là. Tous ces Français qui travaillent, tous ces Français qui font la force de la France, tous ces Français qui font la fierté de la France même à l'étranger. Parce que quand il y a des Américains, des Chinois qui viennent en France, ils disent c'est incroyable ce qu'ils font la France. Ouais. Mais ces gens-là, on les a laissés tomber. Et aujourd'hui, on a laissé tomber justement, en laissant tomber ces gens, on a laissé tomber la France. Et c'est vrai que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est triste tous les jours. Vous le savez, moi je me lève pour 3 choses tous les matins, vous le savez. Oui. Le bleu, le blanc, le rouge. Et quand je vois ça, ça me fait mal. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. Sarah Knafo, ce qu'elle dit. Justement, Sarah Knafo, François Bayrou, Premier ministre, vous dites quoi ? Parce que c'est possible. Je dis bonnet blanc, blanc bonnet. Alors on va passer d'un Macron jeune avec Attal à un Macron plus vieux avec Barnier. Maintenant on passe à un Macron béarnais. On va pouvoir changer comme ça beaucoup. Ce sera la même politique. Vous pensez qu'on est dans la sauce avec les... Si je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, pour moi, on a des héros qui continuent, qui innovent dans l'intelligence artificielle, des ingénieurs. On a des héros et on leur fait nager le 100 mètres avec 10 boulets aux pieds. C'est comme si vous mettiez à Léon Marchand, vous lui attachiez des trucs et vous dites maintenant nage. Il gagnerait quand même lui. Donc imaginez si on enlève ces boulets. On a de tels talents, on a de telles compétences, on a un tel savoir-faire hérité de notre histoire, hérité de bonnes décisions qui ont été faites à l'époque. Quand on crée Polytechnique, voilà une très bonne décision qui nous amène aujourd'hui à avoir des leaders dans le domaine de l'innovation, des technologies. Donc on a encore les moyens de tout faire. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois que de l'autre côté de l'Atlantique, on a des gens qui sont en train de créer des fusées. Qui, de l'autre côté encore, qui créent des porte-avions, qui réfléchissent à aller sur Mars. Et nous, nos questions, c'est comment faire pour ne pas attendre 6 heures aux urgences ? Comment faire pour que ma fille ne se fasse pas agresser quand elle va dans la rue ? Comment on peut faire pour avoir un peu plus de lits à l'hôpital ? Enfin, c'est terrible de se dire qu'un grand pays comme le nôtre se met à se poser ces questions-là, au lieu de se dire comment on va être leader demain, comment on redevient la première puissance du continent européen. Donc voilà, moi, c'est les questions auxquelles j'essaye de répondre. Le meilleur ministre pour vous, ce serait qui, Premier ministre ? Le meilleur Premier ministre ? Oui. Dans la situation actuelle, si on est lucide, je vois pas mieux qu'un Premier ministre de centre droit, quelqu'un qui pourrait s'essayer de satisfaire toute cette partie de l'Assemblée. Le cornu. Donc, ça sera blanc bonnet, bonnet blanc, encore une fois, mais je préfère ça que Lucie Castet, Huguette Bello, je sais pas qui, enfin toute l'extrême gauche, je préfère ça, ouais. Lucie Castet, elle est plus du tout dans les... J'espère plus du tout. Plus du tout. Je crois qu'elle est retournée. Elle répétera ça jusqu'en 2027. Je crois qu'elle est en train de... Elle est repartie faire un stage de boomerang là sur Calais. Là. Oui, dernière question. Vous aviez été député à l'Assemblée nationale et pas députée européenne. Est-ce que vous auriez voté la motion de censure comme le RN aujourd'hui pour Michel Barnier ou vous l'auriez préservée ? Moi, je pense que j'aurais tout fait différemment. C'est-à-dire que j'aurais tout fait pour qu'on n'en arrive pas à ce budget qui méritait la censure. Je pense que Michel Barnier, c'était un homme qui était... pliable, ce serait un peu familier de dire ça, mais on pouvait le faire plier, ce monsieur. Ça se voyait qu'il était un peu accommodant. Au début, Marine Le Pen l'avait choisi. Vous vous rappelez, quand on disait Marine Le Pen, c'est la DRH de la République, elle l'avait choisi parce qu'elle se disait, lui, il sera conciliant. Et à ce moment-là, quand on demandait à Marine Le Pen, et quelles sont vos lignes rouges, qu'est-ce que vous lui demandez ? Au départ, c'était pas clair. Elle disait, je demande du respect. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire à Michel Barnier, on te laisse 6 mois. Si en septembre prochain, on n'a pas remis des classes de niveau à l'école, on censure. Si on n'a pas rétabli des frontières, on censure. Si on n'a pas, sur le budget, baissé les impôts sur les entreprises, par exemple, on censure. Donner 4 ou 5 mesures assez claires. J'aurais tout fait pour qu'on n'ait pas besoin de censurer. Parce que, encore une fois, dans la situation actuelle, on n'a pas grand-chose à espérer que des petits pas. Et là, ça fait 6 mois qu'il y a eu une dissolution. Les Français n'ont rien obtenu. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être un peu pragmatique dans ce genre de situation et se dire comment on fait pour se battre au quotidien pour les Français, pour permettre d'obtenir des gains. Je pense que quand les Français regardent aujourd'hui la situation, c'est ce que j'ai compris hier d'ailleurs sur BFM, eux, ils ne se disent pas pour ou contre la censure. Ils se disent, mais quand est-ce que ces politiciens vont être capables de s'entendre pour que le pays avance même un tout petit peu ? C'est ça leur question, et je les comprends. Donc vous estimez que Marine LePen a commis une erreur ? Excusez-moi, vous êtes qui qui vous a donné la parole ? Moi-même. D'accord. Vous savez qu'on n'est pas dans Vidéo Gag ici, c'est pas... J'avais cru pourtant au début de l'émission. Je l'aime beaucoup.